Bienvenue sur avenue.ca, zone bouquinée avec moi, Claudia Larochelle. Je vous présente comme chaque fois en rafale des titres de livres, des livres qui m'ont séduit pour différentes raisons récemment. Et d'abord, avant de commencer, regardez, autrice, nom féminin, synonyme, machine à écrire. Je trouvais ça très rigolo de vous parler de ces merveilleux chandails comme celui-ci. Des chandails qui sont faits par une écrivaine, une illustratrice de chez nous qui s'appelle Mélodie Vachon-Boucher. Allez voir sur ce qu'elle fait, ses pages, son travail, elle est formidable. Je trouve ça cute, j'aime ça porter ça, puis ils sont confortables. Et autrice, ben oui, je sais, ça fait beaucoup réagir les gens, autrice, comme si, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça manque de hauteur, de dire autrice, mais juste, je précise, moi j'aime les deux, hein, auteure, autrice. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence en autant qu'on féminise le mot. Pour moi, ça c'est important. Pourquoi autrice? Parce que il y a vraiment très longtemps de cela, ce nom-là a été retiré par le patriarcat, donc retiré du lexique. On ne pouvait plus utiliser le mot autrice. Donc, c'est comme si on enlevait en quelque sorte aux femmes le droit d'écrire, le droit d'autonomiser leur genre lié à cette profession-là. Donc, je trouve ça... Puis après, on a arrêté d'utiliser le mot. Il s'est comme perdu. Et on se l'est comme réapproprié, le mot autrice. Donc, moi, je trouve que c'est un joyeux clin d'œil au travail qui avait été amorcé déjà dans le passé par d'autres femmes avant nous. C'est pour ça que je tiens à ce mot-là, mais on peut dire auteure, j'ai pas de problème. Donc voilà, je précise parce que je sais que ce mot-là, il fait tellement rager le monde, il soulève les passions. Alors voilà, je précise. J'avais des titres à vous proposer. Écoutez, je vais exceptionnellement commencer avec un livre jeunesse. C'est un roman jeunesse de Gabrielle Delamere. C'est publié chez Le Méac Jeunesse. Ça m'a beaucoup touchée parce que, bon, ça s'adresse aux jeunes qui sont vraiment dans, surtout les jeunes femmes, là, je dirais, qui sont vraiment dans cette espèce de passage où on s'autonomise, où on devient un adulte, où on découvre qu'il faut prendre notre vie en main, mais que ça comporte tout un maelstrom d'émotions, où on se détache peu à peu de nos parents. Donc, La fille ingrate, c'est son troisième roman jeunesse chez Le Méac à Gabrielle Delamere. Puis, j'ai trouvé que c'était le livre par excellence du détachement de soi. C'est un livre fin, tout en intelligence, tout en finesse, et avec parcimonie, mais en même temps sans compromis. Elle jette vraiment un regard sur ce passage de l'adolescence vers l'âge adulte, un passage lent, un passage qui ne se fait pas sans passion, qui ne se fait pas sans douleur aussi. Je suis certaine, je vous montre l'intérieur, des fois on aime ça voir, il y a beaucoup aussi de références à la culture populaire. Je trouve que c'est une belle réussite du côté jeunesse, puis j'en parle pas assez de livres jeunesse, donc j'avais envie de le faire avec vous parce que je sais qu'il y a souvent des grands-parents qui m'écrivent parce qu'ils ont envie, ou même des parents, là, bon, parce qu'ils ont envie d'offrir un cadeau à leurs jeunes. Donc voilà, ça c'est une nouveauté de quoi, je sais pas, moi, 129 quelques pages, 130 quelques pages. Et c'est d'une beauté, d'une splendeur, vraiment. Je pense que ça peut faire une différence dans la vie de votre enfant, de votre jeune plutôt, la fille ingrate. Ensuite, une bio de Chantal Ringuet. Ça fait un bout déjà, ben ça fait pas un bout, ça fait pas plusieurs années que c'est paru, mais ça fait quand même quelques semaines chez Québec Amérique. Alice Roby a été formidable, nouveau regard sur une figure d'avant-garde. J'en avais juste pas parlé. J'avais pas eu le temps de parcourir la biographie d'Alice Roby. Alice Roby qui est une star parmi les stars. C'est d'une des premières hein, qui a embrassé un début de carrière à l'international comme grande vedette. C'était une étoile montante qui malheureusement fut aux prises avec des troubles de santé mentale, des troubles qui l'ont amené dans une spirale de maltraitance, hospitalisée d'une manière complètement dure à son endroit, voire malsaine, horrible. Et elle a donc un parcours qui n'est pas comme les autres. Elle a un parcours qui a soulevé les passions en quelque sorte, mais pourtant tellement unique au Québec.
des premières à faire sa place avec exubérance, avec intensité. C'était une femme qui n'y faisait pas de concessions, qui a fait sa place à sa manière, avec beaucoup de flamboyance et d'indépendance. Et elle était la grand-tante donc de Chantal Ringuet, qui est auteure primée, traductrice littéraire. Donc, le portrait qu'elle fait, Chantal Ringuet, c'est un portrait qui est assez juste, tout en respect aussi envers sa grand-tante, sans non plus tomber dans la flagornerie. Je trouve aussi que c'est un portrait intéressant parce qu'elle a eu, on le devine bien, accès à des archives, à des informations probablement privilégiées de par sa posture dans la famille, tout ça. Donc voilà, Chantal Ringuet, Alice Roby a été formidable. Oui, c'est un regard qu'on n'a pas souvent vu sur cette femme-là, sur sa vie, sa carrière, mais on parle pas juste de ses problèmes de santé mentale, on parle vraiment aussi de la manière dont elle a mené sa carrière, de l'indépendance, de sa fougue, de son désir de ne pas rester dans les normes, de ne pas rester dans les rôles, dans les rôles qu'on lui avait attribués. Donc, pour moi, c'est un modèle aussi, Alice Roby. Sigy la mère, de toujours mes factures qui traînent partout, de Cynthia Fleury, recommandée par mon amie autrice Mélissa Grégoire, qui m'a dit de lire ça, que ça me ferait un bien fou. Et elle avait bien raison. C'est sûr que, bon, c'est Sigy la mère de Cynthia Fleury, c'est un essai, c'est Guérir du ressentiment, c'est paru chez Gallimard. C'est certain qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus hermétique, hein? On est dans une pensée plus pointue, dans une certaine forme de théorie aussi. C'est un regard intellectuel sur l'amertume, et pas juste intellectuel aussi, bien évidemment. On est aussi dans l'exploration émotive de tous les affects qui entourent l'amertume. Cynthia Fleury, elle est philosophe, elle est psychanalyste, elle est professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. C'est une fille qui a travaillé en psychiatrie et en neurosciences, et elle a travaillé de près sur justement tout ce qui décline, tout ce qui se décline autour du sentiment de l'amertume, de tout ce qu'on... Et puis l'amertume, je pense que c'est un sentiment qui ne s'en va pas avec les époques, qui même peut renaître de ses cendres, ou en tout cas changer de visage par rapport à l'époque actuelle, aux réseaux sociaux notamment. Je pense à Facebook, je pense en tête de liste à Instagram aussi. Et des études l'ont prouvé récemment comment Instagram pouvait avoir des effets néfastes sur l'image qu'on se fait de nous et des autres aussi. Donc, de nous en rapport avec les autres sur les réseaux sociaux, de ces images, de ces miroirs aux alouettes aussi. Et dans l'amertume peut naître aussi de la comparaison avec les autres. Tout ça, elle le décrypte, donc tous les affects qui entourent l'amertume. Et elle l'analyse à partir de l'objet intime, mais aussi dans un point de vue collectif, universel, ce sentiment-là. Et juste de le comprendre, d'où naît l'amertume, comment ça s'empare de nous, de notre ego, parce que c'est beaucoup lié à l'ego, de quelle manière est-ce que ça nous détruit à petit feu, peut-être même? Ben, de comprendre ça déjà, je trouve que c'est un bon pas en avant pour s'en sortir de cette mer d'amertume dans laquelle on s'enfonce trop souvent en 2022, mais en tout temps finalement. Je pense que c'est un sentiment qui est là depuis toujours. Voilà. Alors, je vous invite à consulter ça. Là, autoplug, parce que j'ai aidé cette formidable femme. Je l'ai conseillé un petit peu à l'écriture, mais si peu parce que le premier jet était déjà fait. La PDG, Brigitte Jalbert, la PDG qui ne pensait jamais le devenir chez Québec Amérique. Brigitte Jalbert, c'est la femme qui est à la tête de Carousel, qui est une entreprise qui fait des... En fait, elle est devenue un jour présidente des emballages Carousel, donc une entreprise qui est fondée par son père en 1971, et jamais elle n'avait eu l'intention d'y travailler. Et comment elle a gravi les échelons, et comment ça peut être difficile aussi quand on est la fille de faire sa place, d'apporter
son grain de sel, d'apporter sa vision, ses réflexions, son regard nouveau, parfois peut-être plus en accord justement avec l'époque, elle-même qui est mère de famille, qui est femme, comment elle le fait pour concilier travail-famille, mais pour comprendre aussi ses employés qui vivaient la même chose. Je pense que certaines personnes dirigent les entreprises avec beaucoup plus d'humanité et Brigitte Jalbert en fait partie de ces femmes profondément humaines, ce qui n'empêche pas de faire rouler l'entreprise et ce qui ne l'a pas empêché de faire en sorte que le chiffre d'affaires de l'entreprise Emballage Carrousel a augmenté, les employés sont plus nombreux, ils sont bien traités. Et ça, c'est un beau portrait d'une PDG qui ne pensait jamais, alors le jamais faire sa place au soleil dans l'entrepreneurship. Jamais, mais jamais, elle n'avait pensé à ça. Elle a une âme artistique aussi, puis on le découvre. Alors, j'ai trouvé ça, c'est pas ses mémoires, parce que bon, c'est plus sa biographie, son autobiographie. Elle s'exprime sur sa destinée. Puis j'ai comme conseillé, j'ai lu un peu, j'ai jeté un regard sur ces mots. Alors, je tiens à le préciser pour être totalement transparente dans la démarche que je fais avec vous aujourd'hui. Mais j'aime ça parce que ça me fait plaisir de vous présenter cette femme qui est devenue une amie, qui est devenue chère à mon cœur, puis pour laquelle j'ai beaucoup, beaucoup d'estime et d'admiration, parce que je pense qu'elle traite pas mal bien ses employés aussi en plus. Alors voilà, je pense qu'elle fait l'unanimité, la belle Brigitte Jalbert. Une petite fille de Boucherville, voilà. Et Lady Sapiens aussi, c'est un livre dont je voulais vous parler. On est plus dans un ouvrage de vulgarisation scientifique sur les femmes de la préhistoire. Qui étaient-elles? Qui était Lady Sapiens? C'est une enquête, donc, sur la femme au temps de la préhistoire. Une enquête menée, c'est vraiment un travail de collaboration parce qu'ils sont allés rencontrer des paléontologues, des gens qui s'intéressent tant à l'histoire qu'au paléolithique, qui s'intéressent à l'histoire des femmes, à la condition féminine à travers le temps. Donc, c'est Thomas Sirotto, Jennifer Kerner, puis Eric Pincas. C'est publié aux éditions Multimonde. Donc, c'est vraiment le résultat d'un paquet de recherches menées pour découvrir vraiment qui était cette femme-là. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au tournant du 19e siècle, quand les scientifiques ont commencé à s'intéresser à la question de la femme préhistorique, mais ils y allaient avec leur regard. Parfois, il y avait leur biais. Hein, eux, c'était des hommes. Donc, est-ce qu'ils s'intéressaient vraiment à l'histoire de la femme? Est-ce que le résultat de leur recherche n'était pas biaisé? On n'était pas à la même époque. Donc, c'est sûr qu'il y avait probablement en arrière des résultats de leur recherche quelque chose comme un regard un peu plus machiste, un peu plus patriarcal. Donc voilà, et là on rétablit les faits. Qui était-elle vraiment? Non, ce n'est pas la fameuse figure cliché de la femme, elle a un peu à la femme de Tarzan, blonde, pulpeuse, la poitrine à l'air, la jupe en bambou avec une trolley d'enfants à côté d'elle. Non, elle ne faisait pas que la cueillette. Oui, elle chassait. Les résultats le prouvent. Grâce à des études sur l'ossature, des études de l'ADN. Avec l'ADN, on a pu vraiment en arriver à la conclusion que cette femme-là prenait sa vie en main, elle aussi. Il n'y avait pas tellement non plus de lutte des classes. Par contre, il y avait une hiérarchie très bien établie. À la lueur des résultats, on s'est aussi aperçu que la femme de la préhistoire, elle avait la peau très très foncée, voire sa peau était peut-être noire même, elle avait les cheveux crépus et les yeux bleus. Alors, contrairement à tout ce qu'on a pu véhiculer à travers la culture populaire, le cinéma, les tableaux, l'art aussi, elle avait aussi une place, elle était très coquette, elle aimait l'art, elle était très impliquée justement dans l'art rupestre, dans la représentation de ce qu'elle vivait sur les murs où elle peignait à sa manière. On parle aussi de tatouage. Elle aimait se tatouer, c'était fait avec de l'ocre. Elle se tatouait avec ça. Et la façon dont elle élevait ses enfants, non, elle n'avait pas plusieurs enfants, comme je le disais précédemment, parce qu'elle allaitait. Donc, et elle allaitait longtemps. Et comme on le sait, l'allaitement est une sorte de moyen de contraception naturel, ben c'est sûr qu'il y avait comme un espacement entre ces grossesses. La place des grands-mères aussi dans la culture préhistorique était aussi fort présente. Et tout ça. Donc, on en apprend vraiment plus sur qui elle était, cette fameuse Lady Sapiens.
comment il se nourrissait, c'était quoi ses valeurs, la place de la sexualité aussi. Est-ce qu'elle était monogame ou les hommes étaient polygames, comme on aime donc le dire, mais c'est pas vrai. Voilà, on rétablit les faits dans ce livre-là chez Multimonde. Voilà, c'était mes suggestions de livres en vrac. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite de faire de belles lectures cette semaine. Et puis, ben, écoutez, lisez mes formidables collègues sur avenue.ca. Ils sont tous très talentueux, autant qu'ils se donnent beaucoup avec rigueur dans leurs travaux. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis moi, je vous embrasse. On se rejoint très, très vite, oui, dans 2 semaines avec une autre capsule de livres. Et d'ici là, j'aurai lu.